Des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI menacent d'attaquer devant le Conseil d'État un décret signé par le président de la République qui met fin à leur indemnité en tant que membre. Vous aurez dans cette édition des précisions. Et puis les autorités régionales de Niamey ont lancé un dernier ultimatum aux occupants anarchiques des alentours des centres commerciaux et autres lieux publics de la capitale. Ils ont jusqu'au 5 septembre prochain pour les déguerpir, sinon ils le seront de force. Vous aurez dans cette édition la réaction des commerçants du Grand Marché de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce lundi 22 août 2016. Débutons par ce communiqué de presse des partis politiques de l'opposition nigérienne. Le communiqué est ainsi libellé. À l'instar de l'opinion nationale et internationale, nous avons appris le départ du Mouvement national pour la société de développement, le MNST Nassara, de l'opposition politique, en attendant l'officialisation de son ralliement au pouvoir pour prendre acte de cette décision. Nous respectons l'option souverainement prise par ce parti frère avec lequel nous avons mené des combats politiques les plus exaltants et les plus mémorables qu'a connu notre pays. Le communiqué poursuit. Les partis politiques de l'opposition saluent l'exemplarité de ce combat dignement mené pendant plusieurs années par l'ensemble des partis et structures réunis d'abord au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale ARN, ensuite l'Alliance pour la démocratie, la réconciliation et la République RDR, puis du Front patriotique et républicain FPR et enfin au sein de la coalition pour l'alternance, la COPA 2016. Les partis politiques de l'opposition rassurent les militants de l'opposition politique nigérienne, l'ensemble des Nigériens et Nigériens ainsi que tous les amis de la démocratie que notre famille politique est plus forte que jamais dans le combat qu'elle mène et entend poursuivre et qu'elle entend donc poursuivre contre le naufrage dans lequel entraîne le Niger, l'oligarchie qui s'est frauduleusement emparée du pouvoir dans notre pays. Cette reconfiguration du paysage politique national n'entame en aucune façon, poursuit le communiqué, la détermination résolue de l'opposition à lutter au nom des grandes valeurs démocratiques et républicaines qui restent très éloignées des préoccupations du régime difforme qui usurpe le pouvoir au Niger. C'est l'occasion donc pour l'opposition politique nigérienne de marquer son étonnement face à la démarche incongrue, c'est les termes du communiqué, de la Commission électorale nationale indépendante CENI de confier à un organisme international, en l'occurrence l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, l'organisation d'un atelier dit de validation des derniers scrutins. L'opposition reste sur sa position vis-à-vis du pouvoir illégitime de Issoufou Mahamadou et ne saurait en aucun cas s'associer à des manœuvres de légitimation du pouvoir en place en recourant à des organismes dont les Nigériens en connaissent les limites. Enfin, le communiqué annonce que les jours prochains, l'opposition nigérienne rendra publique sa nouvelle organisation et les orientations qu'elle entend donner désormais à son action. Le communiqué est daté du 20 août 2016 et il est signé par le chef de file de l'opposition par intérim, M. Oumarou Noma. Nous sommes donc le 22 août 2016. Cela fait exactement 2 ans que nous perdions ici au niveau du groupe de presse Labari un de nos collègues. Il s'agit de Issa Hamidou Mayachi, journaliste émérite qui jusqu'à son décès était le secrétaire de rédaction du groupe de presse donc Labari. Il s'est éteint en effet le 22 août 2014 des suites d'une longue maladie. De son vivant, Issa Hamidou Mayachi animait au sein de la rédaction de la radio et télévision Labari les grands dossiers politiques notamment. Nous proposons pour lui rendre un hommage, nous proposons donc le dernier dossier qu'il a réalisé avant de tomber malade, un dossier qui portait sur le thème moral et politique. De la façon dont nous semblons observer nos politiciens et de la manière dont nos politiciens laissent transparaître leurs faits et gestes, il serait intéressant de se ramener au stade académique pour prendre connaissance de la définition de la morale et de la politique. La politique, c'est d'abord participer à l'organisation de la cité, d'une part, et d'autre part, faire de la politique. Quand on dit faire de la politique, ça veut dire déployer tous ses efforts à la conquête du pouvoir. La morale, à elle, c'est un ensemble de conduites, de bonnes manières, de conduites qu'on dicte à l'individu de la société pour une bonne relation avec les individus de la société. Cette définition, pratiquement universitaire, est loin d'être comprise ainsi par nos politiciens
pour qui la politique n'est que le domaine des intrigues. Pour les politiciens d'aujourd'hui, je peux dire qu'ils n'ont aucune conduite de morale. Les politiciens ont tendance à mettre juste l'accent sur leurs intérêts. Quant à la morale, elle n'a pas droit de référence et de cité, au point où tous les moyens sont bons et même utilisés pour arriver à leur fin. Au Niger, on a même eu droit à un assassinat politique. Leur manière de mener leur politique constitue pour eux une morale, mais c'est une morale politique. Elle n'est pas une morale sociale, encore moins collective. Elle est différente de cela. C'est une morale qui est spécifique seulement aux politiciens, que vraiment seul le politicien essaie de manifester cette conduite. Morale et politique, voilà pourrait-on dire deux concepts si loin l'un de l'autre et si étranges l'un pour l'autre, tant ils se heurtent et entrent en contradiction et en conflit. Pourtant, la politique se porterait mieux si la morale y était constamment associée. Quand la morale se jumelle avec la politique, là vraiment ce sera une bonne chose. Nos dirigeants vont bientôt prendre en compte les besoins des citoyens et comme ça vraiment le pays pourra vraiment bien voir une politique viable pour tous les citoyens. La morale politique ou la morale en politique n'est en bref que la morale tout court, comme on pourrait l'envisager et la rapprocher au bon sens et aux autres domaines de réflexion scientifique, entre autres. Voilà un sujet plus que d'actualité aujourd'hui. Repose en paix, Issa Hamidou Meyadji. Le président de la République a récemment pris un décret mettant fin aux indemnités des membres de la Commission électorale nationale indépendante alors qu'il se prépare pour les élections locales de janvier 2017. Je vous propose de suivre les précisions sur cette décision que certains membres en tout cas de la Commission électorale nationale indépendante comptent attaquer devant le Conseil d'État dans ce reportage signé Halidou Brema et Ali Cissé Ibrahim. La CENI est l'institution chargée d'organiser et de proclamer les résultats des élections. Ainsi, après les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées récemment dans notre pays, l'heure est dans l'attente des élections locales. Et c'est pendant ce temps qu'un décret est pris par le président de la République pour suspendre les indemnités des membres de la CENI. Une situation qui a provoqué cette réaction de Anabo Soumaïla, membre de la CENI. Nous, à notre grande surprise, et on a vu le décret. Donc le président de la République a signé un décret pour suspendre donc les indemnités. S'il a suspendu les indemnités, ça veut dire qu'il a suspendu les représentants des partis politiques, de la société civile et de l'organisation au sein de la CENI. Or que ce n'est pas normal. S'il s'agit de ça, s'il faut faire ça, donc il faut convoquer une réunion du CNDP. À l'issue, puisque c'est les partis politiques qui les concernent, ça concerne les partis politiques, il faut convoquer la réunion du CNDP pour expliquer au CNDP les raisons pour lesquelles les présidents ont pris le décret là. Ils n'ont pas fait. Donc ils ont violé la loi, or que ce n'est pas normal. Aussi, selon Anabo Soumaïla, face à cette décision de l'exécutif de mettre fin aux indemnités des membres de la CENI, le seul recours qui leur reste est d'attaquer le décret présidentiel en justice. On va attaquer le décret au sein du Conseil d'État. Donc on a préparé l'attaque. Donc tous les membres de la CENI, donc on va se réunir pour faire bloc, pour attaquer les décrets. Donc on va attaquer les décrets, on va attendre la suite. Ainsi, en tenant compte du statut indépendant que la CENI doit avoir, les autorités ont le devoir aussi de mettre les membres de la CENI dans les conditions pouvant leur permettre d'organiser les prochaines élections locales. Voilà, l'actualité, c'est encore cette médaille d'argent remportée aux Jeux Olympiques de Rio qui sont achevés hier par le taekwondoï nigérien Issoufou Alfaga Abdulrazak. Il a remporté donc cette médaille en finale après sa défaite face aux combattants de l'Azerbaïdjan. Donc Abdulrazak Issoufou Alfaga inscrit donc à nouveau le nom du Niger dans le palmarès des médailles olympiques après celle obtenue par Issaka Daboré, le boxeur. Ce matin, la rédaction de la télévision Labari a encore tendu son micro pour recueillir les réactions de joie et de félicitations à ce héros national. Je vous propose de suivre. J'ai trop apprécié ça parce que non seulement je vois que c'est un bon exemple qu'il a donné, et puis ça motive tous les jeunes Nigériens d'avoir ce rêve de faire en sorte de faire sortir le nom du Niger dans le monde entier. C'est une joie de satisfaction et moi je vois que c'est pour la première fois, moi je ne dis pas la deuxième fois,
parce que c'est quelqu'un, il s'est qualifié d'abord pour aller aux Jeux Olympiques et je suis très fier de lui. Et aujourd'hui, c'est la fierté du Nigérien Alpha Gam et je suis très content de ce qu'il a fait. Je voulais qu'il gagne l'or, mais il a eu les médailles d'argent. C'est pas grave, c'est un jeune, il a de l'avenir devant lui et vraiment nous souhaitons pour lui longue vie et beaucoup de chance dans son métier. Félicitations à tous les Nigériens. Alpha Gam a reçu l'encouragement du président de la République, donc c'est normal qu'il fasse vraiment de bonnes choses. Et vraiment, je tiens à lui dire merci. Je souhaite l'arrivée de Alpha Gam soit remarquée par tout le monde. Et on doit vraiment l'accueillir comme un brave Nigérien. C'est un truc à féliciter et à encourager. Parce que s'il y a un début, il faut au moins savoir cette faculté de continuer de booster les disciplines pour qu'on puisse au moins arriver à d'autres médailles dans certaines disciplines. Oui. Et je crois que vraiment il est à féliciter parce que c'est quelque chose qu'il a fait et on lui est reconnaissant pour tout ça, pour tout le staff, c'est-à-dire pas lui seul mais tout le staff qui l'a conduit à aller jusqu'à ce niveau. L'ensemble des Nigériens doit porter à Alpha Gam, vraiment ça doit être un mérite honorable. Alpha Gam a fait sortir l'image de l'Afrique, l'image du Niger en particulier. Mais le problème qu'on voit vraiment des sportifs nigériens, en réalité, quand ils sont en collectivité, c'est des problèmes vraiment, leurs images sont toujours ternies. Mais individuellement, vraiment, je crois que le grand image que Alpha Gam a fait sortir du Niger est brave. C'est un mérite vraiment d'honneur où l'État en particulier doit lui en reconnaître. Voilà, c'était donc la réaction de quelques citoyens nigériens suite à cette médaille d'argent remportée par Issoufou Abdulrazak Alpha Gam. Il faut noter que la délégation nigérienne aux Jeux Olympiques est attendue pour le 25 août prochain. Les occupants anarchiques des centres commerciaux et autres lieux publics de la capitale ont jusqu'au 5 septembre prochain pour déguerpir, faute de quoi ils le seront par la force. L'annonce a été faite le 20 août dernier par le gouverneur de la région de Niamey au sortir d'une réunion avec les responsables les différents responsables donc de la ville de Niamey. Ce matin, nous avons recueilli la réaction du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. C'est à travers ce résumé de Adamou Soumana. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur les têtes des commerçants nigériens le samedi 20 août 2016 au sortir d'une réunion qu'elle a tenue avec les forces de l'ordre de la capitale. Le gouverneur de la région de Niamey a décidé de faire déguerpir tous les occupants anarchiques, aussi bien des alentours du grand marché que de certains lieux publics. Pour les commerçants, à travers leurs syndicats, cette décision n'est pas un mal en soi. Cependant, ils fustigent la manière par laquelle cette opération entend être menée. Le fait de demander aux commerçants et revendeurs de cesser les occupations anarchiques autour du grand marché et certains lieux publics n'est pas un problème. Mais il ne faut pas mettre la force en avant dans cette opération. Et n'oublions pas qu'il s'agit des Nigériens qui cherchent leur gagne-pain dans ces endroits précis. Le seul quoi, c'est de n'avoir pas associé le syndicat que nous représentons dans cette prise de décision, comme cela se faisait par le passé. D'ailleurs, c'est cette situation qui inquiète les jeunes revendeurs qui occupent ces lieux, mais nous tentons de notre côté de les rassurer. Ainsi, pour amener leurs militants à mieux comprendre le bien fondé de cette décision, le président du syndicat des commerçants importateurs-exportateurs du Niger a entamé dès le lendemain une tournée de sensibilisation dans les différents marchés de la place, tout en leur lançant un appel. Ce que nous attendons des commerçants, c'est de respecter cette décision et ne plus revenir occuper anarchiquement ces lieux. Il se peut que si vous vous retirez de vous-même, le gouverneur revienne à de meilleurs sentiments, car les autorités ne cherchent que notre bien.
Espérons que les commerçants et les autorités régionales de Niamey arrivent à trouver un terrain d'entente afin de bien mener cette opération à la satisfaction de toutes les parties concernées. Malgré la promesse des autorités, les arriérés de pécule des enseignants contractuels ne sont toujours pas payés. Du coup, le syndicat menace de boycotter la rentrée scolaire de l'année académique 2016-2017. Ce matin, nos reporters Soumela Abdoulaye et Hariata Salah ont interrogé le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, Halidou Mankela. Je propose de suivre le résumé de cet entretien dans ce reportage. Après la promesse faite aux contracteurs de l'enseignement par le ministre de l'Éducation primaire de payer tous les arriérés de pécule avant le 31 août, à ce jour, 2 régions seulement ont commencé le paiement du mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 22 et à la date d'aujourd'hui, nous sommes quand même surpris de constater que le mois de mai n'est pas encore payé dans toutes les régions. Tillabéri a commencé à payer le vendredi passé seulement. Difa, c'est ce matin qu'ils ont commencé à payer le mois de mai. À Zender, ce n'est pas payé dans beaucoup d'autres régions. Donc pour dire qu'en réalité, c'est juste une annonce que le ministre a eu à faire. Mais nous, à notre niveau, au niveau du SINASEB, je peux vous dire que nous ne croyons pas en tout cas à ce langage du ministre. Nous ne croyons pas en tout cas à cette volonté, même si c'est volonté de pouvoir éponger ces arrières-là. Voilà pourquoi nous n'avions pas en tout cas obtempéré. Nous avions préféré continuer les actions que nous avons déjà commencées, que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui. En dehors même des pécules qui n'ont pas été payées, parce que tout à l'heure j'avais annoncé que Tillabéri a commencé à payer le mois de mai, mais ça il faut dire que c'est seulement au biétage. Tous les camarades qui se trouvent au niveau des institutions de microfinance ou au niveau des banques n'ont pas encore perçu le mois de mai parce que l'État jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore fait le virement de ces fonds-là au niveau de ces institutions pour permettre le paiement des pécules. Donc pour des rappels, je dois quand même dire qu'aujourd'hui, à quelques 10 jours en tout cas de la fin de ce mois-là, nous avons quoi? Nous avons à peu près 3 mois d'impayés avec le gouvernement et voilà que nous sommes déjà en fin août. Donc quand vous prenez, nous avons mai, juin, juillet et août. Ça va faire 4 mois. Et là où on a payé, mais ils ont 3 mois. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je crois que le gouvernement du Niger est en train de créer les conditions effectivement pour qu'il ne puisse pas y avoir de rentrée. Au syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, le paiement de ces 3 mois d'arriérés de pécule de contractuels est la condition sine qua non de la rentrée prochaine. Si le gouvernement n'arrive pas à éponger ces pécules, si le gouvernement n'arrive pas à créer les conditions de pouvoir régler la question de recrutement au niveau de la fonction publique, rassurez-vous qu'au niveau du SINASEB, nous maintenons notre position et nous serons sur notre position de bloquer la rentrée. Et d'ailleurs, vous savez qu'à la date où je suis en train de vous parler, nous sommes sur le blocage des tâches administratives et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui le ministère de l'enseignement primaire n'a pas été à mesure de donner officiellement les résultats, n'est-ce pas, des évaluations de fin d'année pour permettre en tout cas savoir combien d'élèves au niveau des classes de CM2 vont passer pour aller en tout cas en classe supérieure, c'est-à-dire en classe de 6e ou de la formation professionnelle. Parce que nous n'avons aucune statistique aujourd'hui. Donc nous estimons quand même que ça c'est un pas déjà. Et l'autre pas c'est que s'ils ne font pas attention, comme nous l'avons dit, il n'y aura pas de rentrée en tout cas à partir du 3 octobre. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que la rentrée ne puisse pas avoir lieu. L'enseignant qui est censé transmettre le savoir aux élèves doit être dans les conditions optimales de travail pour mener à bien sa mission. En lien toujours avec ce retard dans le paiement des pécules des enseignants contractuels, les militants du SINASEB de la ville de Dosso, à l'appel de la section SINASEB de Dosso, étaient donc ce matin dans les rues pour une marche. Ils accumulent là-bas aussi 3 à 4 mois d'arriérés. La rédaction de la télévision Labari a joint cet après-midi le secrétaire général de la section SINASEB de Dosso, Chebou Adamou, que je propose d'écouter. Nous allons donc écouter Chebou Adamou, secrétaire général de la section SINASEB de Dosso, sur une marche organisée ce matin dans les artères de la ville de Dosso pour réclamer le paiement des 3 à 4 mois d'arriérés des pécules des enseignants contractuels. Il a été joint au téléphone cet après-midi. Le motif de cette sortie, d'abord, il y a les arriérés de pécule, il y a l'arrêté marqué et aussi la question de l'intégration. Jusqu'à présent, nous attendons, rien n'a été fait. Par rapport au premier point concernant les pécules, aujourd'hui, la région de Dosso est en train d'aller vers l'assimilation de 4 mois d'arriérés de pécules. Si on prend la mutuelle Arsoussou, c'est depuis avril, ils n'ont pas eu de chèque. Et les camarades de Arsoussou, ils attendent le mois de mai, juin et juillet. Alors qu'au niveau de la PRI, c'est le mois de juin, juillet et août
qui n'ont pas été payés. Et vu les conditions dans lesquelles les camarades sont, ils nous ont demandé vraiment de faire une marche pacifique pour voir si les autorités de la 7e République peuvent répondre à cette question-là. Donc, ce matin, ils étaient nombreux à sortir et Inch'Allah, nous allons encore continuer le mouvement. Demain, nous serons au Trésor. Après le Trésor, il y aura une prière collective qui sera faite. Et nous n'allons pas encore nous arrêter. Il faudrait que nous soyons payés par rapport à ces questions d'arriérés. Parce que aujourd'hui, c'est la rentrée qui s'approche. Aujourd'hui aussi, c'est l'accumulation des dettes au niveau des camarades. Ils ne peuvent pas aller quelque part. Donc vraiment, le salaire est la seule issue pour eux. Donc il faudrait que vraiment l'État pense à régler ces questions-là. Les autorités régionales de Dosso vous ont écouté par rapport à toutes ces revendications? Le gouverneur était sorti et on a lu les lettres de l'audience. Il a pris acte par rapport à ces questions-là et il est encore rentré. Nous attendons la suite. Dans ces conditions, comment vous prévoyez déjà la prochaine rentrée scolaire? On ne parle pas de rentrée d'abord. Parce qu'il ne peut pas avoir de rentrée tant que la question des pétroliers n'a pas été réglée. On ne peut pas parler de rentrée tant que l'arrêté du ministre stagiaire n'a pas encore été réglé. On ne peut pas aussi parler de rentrée tant qu'il n'y a pas eu la sortie des matricules et l'ouverture aussi d'un recrutement. Quel est votre appel à l'endroit de vos militants et à l'endroit des autorités nationales? Vraiment de rester mobilisés et vraiment de répondre au mot d'ordre. Dieu merci, ce matin, on était plus de 300 camarades qui étaient sortis. Donc, demain, nous serons encore avec le STINAFES pour un autre sitting au niveau de la PRI. Et à l'endroit des autorités, nous leur disons vraiment de régler cette question-là à l'amiable. Parce que, vu l'allure que ça est en train de prendre, s'ils ne prennent pas des décisions, nous aussi, au sein du STINAFES, nous allons encore voir dans quelle mesure nous allons taper fort pour que ça soit définitivement réglé. Voilà cette série de reportages pour refermer donc cette édition. D'abord, les panneaux publicitaires dans la ville de Niamey, on les voit un peu partout sur les artères de la capitale, trop souvent mal placés. Ils sont à la base de plusieurs accidents de la circulation. Le reportage est signé Ibrahim Abdou et Nasser Dantouf. Dans la ville de Niamey, ils sont visibles à plusieurs endroits, entre deux voies, de part et d'autre de ces voies, sur les angles de virage, dans les ronds-points. Les panneaux publicitaires sont implantés de manière anarchique, une occupation anarchique qui souvent cache la vie des usagers de ces voies et sont même à l'origine de certains nombres d'accidents. C'est une négligence, c'est la mairie qui doit s'occuper de ça. D'ailleurs, ils cachent même certaines voies et on ne peut pas... Je ne sais pas, c'est la mairie qui, dans tous les cas, c'est la mairie qui doit gérer ça. Avec les panneaux, il y a des fois dans les virages, tu ne peux même pas voir ceux qui sont à gauche ou à ta droite. C'est un problème sérieux avec ces panneaux. Les panneaux qui sont au milieu de ces voies dérangent, surtout quand tu veux faire demi-tour. C'est ça qui est la cause de beaucoup d'accidents. D'où cet appel pressant des usagers. La mairie, en mettant beaucoup de panneaux publicitaires, elle gagne beaucoup d'argent. En diminuant un peu ou bien la distance doit être encore plus écartée par rapport à la voie. Les autorités doivent prendre des mesures qui doivent tous nous avantager. Il faut que ceux qui mettent ces panneaux le fassent de la manière à ce que ça ne dérange personne. Il faut qu'on prenne école des autres grandes villes de la sous-région. Une réglementation d'implantation de ces panneaux publicitaires s'impose pour une circulation fluide et sans danger. Aux municipalités en charge de la gestion de ces panneaux de prendre des mesures qui s'imposent et d'y veiller. Le deuxième reportage porte sur les vertus de l'ail. C'est le bulbe de cette plante potagère qui est utilisé comme condiment, mais avec plusieurs vertus que nous allons voir dans ce reportage signé Ibrahim Abdou et Asmaou Seydou. L'ail, c'est cette plante potagère mais dont le bulbe est utilisé très souvent comme condiment. Sujet à plusieurs transformations et à d'autres fins, sa consommation se trouve aussi être très bénéfique et bienfaitrice pour la santé humaine. L'ail, c'est très bon pour le cœur.
C'est très bon pour le cœur parce que en ce sens que l'ail a des éléments qui diminuent le cholestérol et on sait que le cholestérol est quand même impliqué dans la survenue des maladies cardiovasculaires. En plus de cela, vous trouvez des éléments qui vont favoriser, parce que également il y a un élément qui favorise la survenue des maladies cardiovasculaires qu'on appelle l'homocystéine et justement en consommant de l'ail, vous avez tendance à diminuer le taux d'homocystéine dans le sang et en diminuant ce taux d'homocystéine, donc ça va faire que ça va protéger le cœur. Donc les vertus vraiment de l'ail sont nombreuses, comme je l'ai dit, que ce soit des vertus nutritionnelles à partir de composés vitamines, sels, minéraux, notamment potassium, et des vertus thérapeutiques, notamment antimicrobiennes, anti-hyperglycémie, anti-hypocholestérolémie, anti-maladies cardiovasculaires. Ces vertus sont aussi élargies à la religion qui les reconnaît comme telles, sauf qu'il faille en faire un savant usage. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a seulement conseillé d'éviter de prendre de l'ail avant de se rendre à la mosquée ou bien même d'éviter de déranger le public, ses prochains, après avoir consommé l'ail. Il est conseillé d'utiliser l'ail en termes seul ou bien de façon composée en l'utilisant dans l'alimentation. Ça rentre dans le cadre de beaucoup de traitements. Sur bien d'aspects, il se révèle que cette plante que constitue l'ail possède autant de vertus, d'où sa commercialisation sur le marché occupant des étalages. Troisième et dernier reportage du jour, il est signé Aboubakar Souley et Nafissa Hassan. Ils se sont, eux, intéressés à la vente de la paille fraîche en cette période hivernale. La paille fraîche est disponible sur le marché puisque plusieurs jeunes s'adonnent à cette activité. On suit le reportage. À cette période de la saison pluvieuse, les herbes ont déjà germé en abondance, créant une activité génératrice de revenus pour bon nombre de personnes qui font de sa vente une occupation quotidienne. En partant en brousse, on peut ramener jusqu'à 2 sacs à travers lesquels, après vente, on se retrouve avec 4 000 ou 5 000 francs. On satisfait ainsi nos besoins. Le commerce du bétail en circulation, on s'en sortait, mais maintenant, depuis que cela n'y est plus, ce sont ceux qui en ont besoin qui viennent vers nous. La paille n'est pas aussi chère que ça. Ça dépend. On peut en vendre à 3 000, 4 000 et 5 000 francs selon la bourse. C'est surtout le grand sac qui coûte ainsi. Quant au petit sac, il est à 3 000 francs. Un aliment bétail qui répond à une forte demande des besoins de certains animaux en cette période, d'où cette clientèle relativement grande. Leur paille est chère, alors que nous voulons la facilité. Quand c'est cher, les animaux n'auront pas de quoi manger. Ou bien, à l'instant, il m'a demandé de payer le sac à 6 500. Moi, je lui ai retorqué 2 500. Malgré les difficultés propres à cette activité, ces vendeurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Avec l'approche de la fête de Tabaski, ces derniers espèrent une augmentation de leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.